Merci aux organisateurs de cette conférence. Merci notamment à Jean-Luc et Kusuntu d'avoir pu réunir un si beau panel déjà, mais surtout beaucoup de participants qui viennent de loin, très souvent. En quelques mots, je me présente, Franck Giaoui. Je dirige une boutique de fusion-acquisition qui s'appelle ERA Finance, que nous avons créée il y a une quinzaine d'années, qui est spécialisée dans le mid-cap, l'intermédiation entre les groupes familiaux et les grandes institutions, que ce soit des institutions financières ou des institutions corporate. Nous avons effectué une cinquantaine de transactions pour environ 1 milliard d'euros, la moitié en cross-border. Alors, je voudrais vous présenter mes invités du panel, que je remercie à nouveau. D'abord, nous aurons, en commençant par la gauche pour vous, Luc Riguzzo, qui est le président et associé gérant fondateur de Amétis Finance, société qu'il a cofondée en 2011. Il se présentera. Nous avons au centre Pierre Carpentier, directeur d'investissement de Investisseurs et Partenaires. Et juste à ma droite, Paul-Harry Etnard, qui est Group Head Securities and Asset Management de Ecobank Capital. Ce que je vous propose, c'est un panel en 3 temps, pas forcément égaux. Très rapidement, je vais vous demander à chacun des panélistes de se présenter et surtout de présenter leur pratique du private equity en Afrique. Ils n'ont pas la même expérience, pas les mêmes politiques d'investissement. Donc, en quelques minutes, vraiment très rapidement pour faire le tour de table. Et ensuite, à tour de rôle, je souhaiterais que vous interveniez sur des points particuliers que nous aborderons successivement, toujours dans un esprit très concret. Je crois que la plupart des participants à cette conférence sont des professionnels, des praticiens du private equity en Afrique. Et donc, nous sommes convenus d'illustrer au maximum nos propos par des exemples concrets issus de vos expériences. Et enfin, nous conclurons en tendant la perche ou le pont sur le panel numéro 2, mais surtout en vous laissant le temps de poser des questions. Donc on va essayer de garder un quart d'heure sur les 3 quarts d'heure qui nous sont impartis pour échanger avec la salle si vous le voulez bien. Vous êtes d'accord, messieurs? Alors, commençons avec vous, Luc. Merci beaucoup. Nous avons écouté Madame Essomé qui nous a fait on va dire une photographie de l'ensemble du private equity en Afrique. Mais je crois que vous-même, vous avez une analyse sur les spécificités du private equity en Afrique. Qu'est-ce qui fait que ce private equity n'est pas le même que dans les autres pays émergents notamment? Merci beaucoup. Peut-être une présentation brève et le modèle que nous avons choisi de fonder avec Laurent Demey, mon associé en créant Amétis il y a maintenant 1 an, s'appuie justement sur ces spécificités du capital risque et du capital investissement africain. Quand on a monté Amétis avec la compagnie Benjamin de Rothschild, on est parti sur 5 constats. Le premier, c'est qu'il y a une relation au temps qui est spécifique. Donc notre modèle, c'est un modèle d'une holding d'investissement qui est structuré comme un fonds, mais qui se veut à durée de vie illimitée, pour pouvoir justement être capable de capturer la croissance à long terme sur le continent. C'est un modèle nord-sud, on a une communauté panafricaine d'investisseurs dans Amétis, à la fois d'Europe, mais également du continent. Et je pense que c'est aussi une des choses qu'on verra dans ce débat, c'est que les investisseurs aujourd'hui sur le continent évoluent. Et Michel l'a dit très bien tout à l'heure, on passe d'un modèle qui était très DFA à un modèle qui devient plus privé. C'est d'ailleurs notre deuxième spécificité. On a un capital et on est en train d'achever la levée de ce capital qui sera quasi exclusivement privé. La troisième spécificité, c'est que je pense que, et Michel l'a dit aussi, et c'est au cœur de notre modèle, il faut pouvoir être minoritaire plus que dans des schémas de buy-out agressifs, ce qui permet à la fois de consolider des groupes africains existants, de capital. Heureusement, le capital africain aujourd'hui est entre les mains de groupes africains. Et le problème d'un univers en croissance très rapide, c'est que les besoins capitalistiques sont tellement grands qu'il y a toujours le risque de se faire diluer, de perdre le contrôle de sa société. Donc il faut que des capital risqueurs soient capables d'amener des instruments qui permettent aux groupes africains de garder le contrôle.
Et ça, c'est la troisième, je dirais, ou la quatrième spécificité de notre propre modèle. On sera minoritaire, mais on veut surtout être capable d'amener tous les instruments qui permettent d'atteindre cet objectif, donc à la fois de l'equity, mais également de la dette, de la mezzanine, et d'arranger des financements pour pouvoir amener d'autres investisseurs. Dernière spécificité, on est diversifié. Alors, il y a beaucoup de fonds, ça je ne pense pas que ce soit une généralité, il y a des fonds spécialisés qui réussissent très bien, heureusement. Nous, on a choisi d'être diversifié à la fois géographiquement, ce qui est assez classique pour des fonds panafricains, mais également sectoriellement. On travaillera dans le secteur financier, l'agro-industrie, l'énergie, et puis dans tous les secteurs qui accompagnent la croissance du consommateur. Voilà, on vise à lever, et on y est pratiquement pour démarrer, à peu près 300 millions d'euros, à la fois la moitié en dette et la moitié en equity. Voilà, donc ça c'est pour Amétis. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on reprenne après les aspects de spécificité. On va laisser la parole et on reviendra sur les spécificités, en effet. Voilà. Pierre. Investisseurs et partenaires, c'est aujourd'hui au total 65 millions d'euros de fonds sous gestion sur deux véhicules différents, dont un qui a été levé il y a l'année dernière et qui démarre. La spécificité, enfin une spécificité peut-être d'abord que je pourrais citer pour IEP, c'est que nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. À une autre époque, à une époque où je pense qu'on aurait eu du mal à réunir un tel panel autour de la thématique du private equity en Afrique. Donc un petit côté peut-être précurseur qui nous permet d'avoir un retour d'expérience aujourd'hui, une quarantaine d'investissements réalisés depuis 2002, des expériences d'exit évidemment, non sans difficulté, mais malgré tout qui confirment qu'on arrive à boucler la boucle du private equity et d'investir et de trouver des solutions de sortie. Notre vocation, elle est également de faire du minoritaire parce que derrière la notion de minoritaire, il y a la notion également, je pense comme Luc l'a présenté, d'accompagner des entrepreneurs, donc d'être plutôt dans une logique d'investisseurs long terme, mais sur des phases un peu critiques du développement de l'entreprise. Alors, on fait de la start-up, donc c'est évidemment la phase encore la plus critique, mais également dans des phases d'accompagnement un peu particulier de croissance de l'entreprise, mais avec l'objectif de trouver une solution de restitution à terme du contrôle complet, idéalement à l'entrepreneur avec lequel on a investi. Des opérations, autre élément un petit peu particulier peut-être, ou en tout cas qui nous caractérise, c'est la taille des opérations qu'on réalise. Je crois qu'aujourd'hui, les derniers chiffres de l'AFCA mettaient en évidence une moyenne de tickets aujourd'hui entre 4 et 5 millions d'euros, je crois, dans le private equity, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être à peu près ça. Nous, on est plutôt un investisseur de petite taille, on essaie de s'y tenir parce qu'on pense qu'on est relativement convaincu qu'il y a des enjeux aujourd'hui, plus particulièrement et assez durablement, pour arriver à faire des opérations en dessous du million d'euros. Alors nous, on démarre aujourd'hui à 300 000 à 400 000 euros et on va jusqu'à 1,5 million d'euros. Voilà, c'est notre tranche avec une moyenne à 700 000 euros d'investissement, ce qui est quand même relativement petit, ce qui nécessite aussi d'avoir des outils, des approches et une méthodologie d'intervention très particulière. Et donc qu'on a développé depuis une dizaine d'années, comme je le disais, mais on pourra peut-être l'illustrer tout à l'heure avec quelques exemples si vous voulez. Absolument. Merci Pierre. Paul-Henri, bon, on ne présente plus EcoBank, mais plus particulièrement votre pratique du private equity. Merci pour le compliment. EcoBank est une success story qu'on peut mettre au crédit du private equity. Pour ceux qui ne connaîtraient pas EcoBank, c'est aujourd'hui la seule banque au monde avec un tel footprint en Afrique. On est présent dans 32 pays avec un balance sheet de près de 19 milliards de dollars, avec 1200 agences, avec des bureaux de représentation en Chine et des activités bancaires à Londres, à Paris et à Dubaï. Nous côtoyons le private equity à deux niveaux principalement. Premièrement, à travers notre histoire propre, puisqu'il y a plusieurs fonds de private equity qui ont investi dans le développement de EcoBank. ECP a été l'un de ceux-là. Et numéro 2, on côtoie le private equity aussi dans notre activité de banque d'investissement. Il nous arrive évidemment de faire du co-investissement, que ce soit dans des fonds mezzanines ou directement en equity, avec certains fonds. Et il y a plusieurs tendances nouvelles qu'on voit aujourd'hui dans le private equity de la part d'une banque. C'est assez intéressant et je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder.
Je pense, comme l'a dit Jean-Luc, on est très clairement à un point d'inflexion majeur, à mon avis, sur le développement du private equity en Afrique. Merci Paul-Henri. Alors, revenons à vous, Luc. Il faut préciser qu'avant de fonder Amétis, vous avez un long parcours de l'investissement en Afrique, notamment en tant que directeur général de Proparco, donc on parlait de DFI. Et j'étais très intéressé de voir comment vous analysez l'évolution des spécificités de ce secteur en Afrique par rapport à d'autres pays émergents. Merci beaucoup. Oui. J'espère que Laurent, qui va me succéder après, me pardonnera si je prends 2-3 exemples de Proparco. Ah oui, mais il faut prendre des exemples. Non, moi, je vois 4 grandes spécificités du pays en Afrique. La première, c'est une tautologie, c'est la croissance. Et ça change tout. C'est-à-dire que quand vous faites du private equity en Europe aujourd'hui, dans des marchés qui stagnent ou qui ne croissent pas, il faut être extrêmement intelligent si vous voulez surperformer le marché. Si vous prétendez faire 15% de retour dans une économie qui croît à 0%, il faut être très bon. Il faut faire du retournement, il faut faire du levier, il faut être meilleur que l'environnement. Quand vous avez la chance d'être dans un marché qui croît, dans un secteur ou dans un marché qui croît en moyenne annuellement de 30%, et ce que je dis n'est pas théorique, je prends un exemple concret, le secteur bancaire au Kenya, dans les 7 dernières années, les bilans ont cru en moyenne de 30%. Il ne faut surtout pas être un génie. Il ne faut pas chercher la nouvelle banque, Greenfield, et faire du retournement sur cette banque. Il faut choisir un des acteurs solides et efficaces du marché, qui est confronté à un mur de croissance, qui a besoin de capitaux pour ça, l'aider à se restructurer et l'accompagner. Et donc ce sont des marchés qui, contrairement au marché du vieux monde, ont un taux de tolérance à l'erreur ou à l'imperfection qui est beaucoup plus élevé. Donc ça, je pense que c'est une première spécificité. La deuxième spécificité, c'est qu'on passe de marchés nationaux à des marchés régionaux. L'Afrique est fragmentée. Et donc les leaders de ces marchés-là, qui s'appuient quand ils ont la chance d'être sur un marché en forte croissance dans leur propre pays, peuvent devenir des champions régionaux assez rapidement. Donc vous avez la chance de bénéficier à la fois de la croissance nationale du pays africain dans lequel vous investissez, mais en règle générale, si vous êtes un bon acteur, d'un espace régional qui est beaucoup plus élevé. La troisième spécificité économique, toujours, dans tout ce qui concerne la sphère économique, c'est que si vous voulez véritablement avoir des retours élevés, il faut être capable de jouer le long terme. Ça peut être absolument absurde de vouloir sortir au bout de 4 ans ou 5 ans si vous avez la chance d'être rentré dans un acteur essentiel qui vous donne un TRI de 30% par an. Il y a un côté masochiste pour essayer de trouver quelque chose de mieux en revendant. Bon. Et c'est la grande différence entre notre modèle, en tout cas, et certains fonds, c'est qu'on veut pouvoir rester plus longtemps s'il le faut, pas éternellement, mais voilà, permettre de capturer le meilleur de cette croissance à long terme. Donc ça, c'est pour la spécificité économique. Je pense qu'il y a une spécificité d'instrument, dans un deuxième temps. Ça, je reviens bien sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et Pierre le démontre très très bien avec IEP. Il n'y a pas que l'equity majoritaire pur qui fonctionne dans ces environnements-là. Il faut pouvoir faire de la mezzanine. Je pense qu'IEP a 2/3 de ses interventions qui sont convertibles en mezzanine, même sur des toutes petites boîtes. Et nous, il faut pouvoir amener le continuum. Et ça peut être un très gros avantage comparatif pour un fonds de private equity de pouvoir offrir à un client à la fois de l'equity, du convertible, de la mezzanine et de la dette long terme. Et il y a finalement très peu qui sont capables de le faire, puisque les fonds traditionnels ne font que du PI pur. Et ça, je pense qu'une des évolutions du marché dans les prochaines années, ce sera de se rapprocher, je ne redis plus d'IFI, des institutions financières de développement de type Proparco, SFI, qui justement sont capables d'amener l'ensemble de ces instruments. La troisième spécificité, elle est liée aux imperfections des marchés financiers. Quand vous faites du private equity dans des économies matures, vous avez des marchés qui fonctionnent, des marchés de la dette à peu près efficients. Et donc, vous pouvez prendre le risque, enfin, je ne suis pas certain de ce que je dis là, parce que le passé a démontré l'inverse, de faire du levier en espérant des sorties sur la bourse, par exemple. On parlera des sorties tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est quand même pas tout à fait le cas en Afrique aujourd'hui. Les marchés financiers sont relativement modestes, fragmentés, plutôt illiquides. Le marché de la dette lui-même, il est assez imparfait. Donc, nous, ce qu'on considère, en tout cas, avec Laurent chez Amétis, c'est que des modèles trop agressifs avec du levier sont dangereux pour un acteur de private equity. Et donc, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de nécessité, compte tenu de la croissance que j'ai décrite avant, de faire du LBO. Il n'y a pas de nécessité de. Voilà, il faut être un acteur direct et relativement conservateur, peut-être tout aussi efficace sur le plan du retour. Dernière spécificité du continent,
c'est que les retours aujourd'hui sont les plus élevés du monde. Et ça, c'est un fait statistique. Alors certes, ce sont des volumes qui sont petits, parce qu'ils sont à la taille des marchés continentaux, mais quelles que soient les statistiques que vous pouvez produire aujourd'hui, que ce soit celles d'acteurs de type Proparco, de type SFI, la SFI aujourd'hui, je crois, a en moyenne 30% de TRI sur son portefeuille d'actions sur le continent, alors qu'elle ne fait que des pays émergents. Quand vous regardez la moyenne du PIB aujourd'hui ou la moyenne de l'investissement direct étranger sur le continent, ce sont les plus élevés de la planète. Donc on est dans un environnement aujourd'hui qui permet des taux de retour très élevés. Et donc je dirais en synthèse, si je synthétise ces quatre... dernier élément sur ces retours. Et paradoxalement, c'est probablement la zone du monde qui a la plus grande imperfection de marché entre la perception de la réalité, la perception et la réalité, ce qu'a dit Michel tout à l'heure. Si vous le faites sur le marché de la dette, je ne vais pas être long, mais vous pouvez mesurer statistiquement que c'est un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire entre le niveau de non-performing, de douter que capture un comité de crédit d'une banque du Nord sur le continent et la réalité des douteux, il y a un rapport de 1 à 10. Pour des raisons qu'on n'a pas le temps de développer maintenant. Donc tout ça fait que des acteurs professionnels, conservateurs, qui investissent de façon patiente, structurée, minoritaire, sur ce continent, normalement, et diversifié, conservateurs, normalement, ont des niveaux de downside extrêmement faibles. Il est difficile, je pense, dans un modèle diversifié, patient et long, de perdre de l'argent sur ce continent, et des perspectives de retour qui sont réellement très élevées. Merci Luc. Alors, Pierre Carpentier, vous avez un parcours de plus de 10 ans. Vous avez accompagné concrètement des entrepreneurs en Afrique. Et j'aimerais que vous nous fassiez part de votre expérience, des opportunités d'investissement, peut-être par secteur, par géographie, et des facteurs clés de succès de ces investissements. Parce qu'il existe quand même des manières de sortir de ces investissements, même si c'est parfois difficile. Oui, alors, je pense qu'un des éléments également de tendance assez fort de ce qui se passe aujourd'hui sur le continent et qui dynamise aussi le private equity, c'est l'entrepreneuriat. Alors c'est une évidence parce qu'évidemment on existe et on est là que parce qu'il y a des entrepreneurs. Et encore une fois, avec notre retour d'expérience avec ces dizaines d'années, on voit évoluer quand même le profil des types d'entrepreneurs avec lesquels on travaille aujourd'hui, qui est quand même assez intéressant. D'abord, je crois que parce que le climat des affaires aussi, et ça c'est important peut-être d'en dire un mot, le climat des affaires, c'est quand même malgré tout, ça reste difficile, c'est pas encore, on n'est pas au bout du chemin, mais enfin le climat des affaires, et avec l'OHADA notamment, qui a quand même largement contribué à améliorer le travail pour nous d'investisseurs, c'est aussi approprié de plus en plus par des entrepreneurs africains, par des gens qui ont souvent déjà réussi ailleurs ou qui ont une carrière déjà construite dans des grands groupes, à l'étranger souvent. Nous, on investit beaucoup, avec plus de la moitié, je crois, que des opérations qu'on a faites sont avec des entrepreneurs qui avaient fait une partie de leur carrière au Nord et qui souhaitent aller travailler en Afrique, reprendre, je dirais, la main sur les opportunités qu'il peut y avoir sur le continent et dans leur pays d'origine souvent. Et donc ce profil d'entrepreneurs de qualité qui ont une vraie connaissance des secteurs d'activité dans lesquels ils s'engagent et un atout évidemment clé pour le continent, et donc évidemment une opportunité d'investissement pour nous qui est en train de changer, enfin qui évolue très favorablement. Alors les secteurs, nous sommes également diversifiés. Mais je l'ai pas dit tout à l'heure parce que c'est un point, je dirais, qui se généralise de plus en plus dans les fonds d'investissement. Mais malgré tout, on a une particularité un peu plus forte chez IEP, c'est ce double objectif de rentabilité, mais également d'investir dans des secteurs qui ont toujours une dimension en termes d'impact social, et vraiment d'investir dans des boîtes qui sont également un moteur du développement social, en plus d'être un moteur du développement économique dans les pays. Donc assez naturellement, on va avoir une partie significative de notre portefeuille qui a été investie dans le domaine de la santé. C'est en ligne avec l'esprit dans lequel on investit que je viens d'indiquer, mais c'est également parce qu'il y a évidemment des enjeux et des besoins très importants, notamment dans tout ce qui est accès à la santé et aux médicaments.
Donc les opportunités d'investissement dans le domaine de la distribution pharmaceutique sont nombreuses, c'est connu, c'est des secteurs qui sont en forte croissance, sur lesquels il y a de la place pour des challengers, des gros acteurs présents, mais également dans le domaine de la production de médicaments, qui aujourd'hui, on est sur des marchés qui ont des tailles critiques suffisantes pour pouvoir produire localement et plus proche des marchés. Ce sont en plus des marchés de rupture, donc qui peuvent justifier d'avoir une production locale et un accès le plus court possible sur les marchés. Deuxième grand secteur pour nous d'activité, c'est l'agroalimentaire et la transformation locale pour les marchés locaux. On a des villes en très très forte croissance, on a une classe moyenne qui se développe et on a aujourd'hui des productions locales qui sont assez dynamiques dans des productions, dans des produits de base. On est sur des choses relativement simples, mais qui nous ont amené, nous, à faire probablement une dizaine d'investissements dans ce type de secteur. Et puis, l'agro-industrie, enfin l'agriculture et éventuellement avec une phase de transformation. Alors, je suis un petit peu plus prudent sur ce secteur parce que qu'est-ce qu'il est compliqué, parce qu'on se rajoute en plus un aléa climatique, des problématiques logistiques extrêmement difficiles. Mais quand on est un investisseur aujourd'hui en Afrique avec l'esprit dans lequel j'indiquais tout à l'heure qu'on investit, on ne peut pas ne pas considérer ce secteur-là. Il y a eu des grosses difficultés d'accès aux matières premières. On est sur des pays dans lesquels il y a des terrains agraires qui sont extrêmement importants. Donc on s'intéresse beaucoup à ce secteur. On a réalisé 3-4 investissements aujourd'hui dans l'agriculture. Et je crois que vous en avez d'autres en cours. Oui. Merci beaucoup, Pierre. Alors, Polari Etnar, chez Ecobank, vous avez une perspective particulièrement intéressante sur le défi de la collecte de capitaux. Et je crois que vous souhaitiez intervenir plus précisément sur cet aspect. Et également parler des sorties. Il faut absolument faire tomber cette idée reçue. Michel en parlait brièvement. Faire tomber cette idée reçue. Quand on investit en Afrique, on peut aussi en sortir. Comment ? Alors, collecter les capitaux et en sortir. Alors, je vais prendre une minute juste pour revenir un peu sur le point évoqué par Pierre, et je le rejoins sur plusieurs de ces points. Je pense que les tendances majeures qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie, il y en a 3. Je pense que la première, c'est que de plus en plus, les fonds de private equity vont aller vers des histoires panafricaines. Donc, au lieu de se focaliser sur un ou deux pays, elles essaient de regarder plutôt des secteurs répartis sur plusieurs pays. Donc, ça, c'est une inflexion importante qu'on a remarqué. La deuxième chose qui est critique aussi, c'est que pendant longtemps, on avait des fonds de private equity qui étaient spécialisés dans tout ce qui était commodities et infrastructures, et d'autres qui étaient spécialisés dans tout ce qui était consumer story. De plus en plus, je crois qu'on a une convergence de ces deux histoires-là qui se développent. Et donc, aujourd'hui, les fonds investissent dans des secteurs un peu qui sont à la convergence, au point de convergence de ces deux histoires. Donc, lorsqu'on investit aujourd'hui dans le secteur bancaire, en réalité, on investit aussi bien dans l'histoire du consumer en Afrique que dans l'histoire du commodities en Afrique, parce que les banques financent beaucoup d'activités de commodities. Donc ça, c'est un élément nouveau qui a donné encore, qui explique un peu l'élan qu'on voit aujourd'hui sur l'activité de private equity en Afrique. Et le troisième point qui se développe, mais de manière très timide, mais quand même qui génère un peu de momentum, c'est le fait que pendant longtemps, les fonds de private equity en Afrique ont investi dans des entreprises qui étaient dans ce que j'appelle soit des local champions ou soit des regional powerhouse. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de fonds de private equity qui sont prêts à aller un peu plus loin et investir dans des entreprises qui sont des global challengers, des entreprises qui sont de taille assez importante et qui sont prêtes à challenger sur les marchés mondiaux. C'est un événement nouveau aussi qui est dû au fait qu'aujourd'hui, je pense que ce qui détermine un peu ça, c'est la recherche aussi du return qui devient de plus en plus difficile dans les autres marchés. Et puis que les challengers globaux deviennent des acquéreurs de grands groupes internationaux non africains. Exactement. Donc ça, c'est 3 tendances. Ces 3 tendances, on les voit se développer de plus en plus.
Maintenant, là où le bas blesse, et ce sont nos points de préoccupation, c'est l'activité de fundraising. On est tous optimistes ici, mais je pense qu'il y a des faits qui démontrent quand même que l'activité de fundraising peine un peu. Si on prend les chiffres, je pense que sur les 6 dernières années, depuis 2006, en moyenne, ça tourne autour de 2 milliards à peu près de dollars levés chaque année, en oubliant complètement l'année 2009, où je crois c'est tombé autour de 900 millions. Donc ça démontre quand même qu'en termes de fundraising, il y a encore beaucoup de difficultés à lever des fonds. Okay. Donc les policy options auxquelles il faut penser, et ça ce sont des policy options sur lesquelles EcoBank essaie d'avoir un rôle de leadership, c'est numéro 1, c'est pousser les institutions africaines telles les banques centrales, les fonds de pension publics africains à se développer de plus en plus au-delà de leurs frontières. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réglementation assez forte dans presque tous les pays africains où on les pousse à investir uniquement sur le marché domestique. L'Afrique du Sud a pris une décision en début d'année où elle permet maintenant, elle donne la latitude maintenant aux fonds de pension de mettre 25% de leurs capitaux à l'extérieur du marché domestique et plus particulièrement de mettre 5% en Afrique. Donc ça, c'est un élément déclencheur qui pourrait normalement aider à avoir une accumulation de capitaux. La deuxième chose qu'il faudrait faire aussi pour régler ce problème de capitaux, c'est pousser aussi les fonds de pension africains, dont la taille quand même en général, on pense que c'est autour de 250 à 300 milliards de dollars, les pousser à investir dans la classe d'actifs alternatifs dans laquelle se trouvent donc les fonds de private equity. Donc nous, dans les discussions qu'on a avec les banques centrales, avec les autorités de régulation, c'est un élément sur lequel on insiste beaucoup. Par exemple, au Nigeria, on a réussi, ou on est presque arrivé à convaincre les autorités de régulation à permettre aux fonds de pension d'investir 5% dans ce qu'on appelle la classe d'actifs alternatifs. Et le troisième point... Actifs alternatifs. En Afrique ou tout pays confondu, les 5%? En Afrique. En Afrique. En Afrique. Et le troisième point, qui est le troisième axe de policy option sur lequel on se bat, ça rejoint la question de l'exit, qui est un vrai problème, puisque la majorité des exits se font soit par des secondary buy-out ou soit par des trade sales. C'est de régler un peu ce problème dont parlait Luc, qui est la fragmentation des marchés financiers en Afrique. C'est un vrai problème. On a, je crois, 29 bourses en Afrique. La bourse la plus importante, c'est l'Afrique du Sud. Je pense que le market cap est autour de 800 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Au total, l'Afrique, je pense qu'on est autour de 1,5. Comparé à l'Amérique du Nord, c'est 20 trillions. Comparé à l'Asie, c'est 11 trillions. Donc, on a un vrai problème. Donc, ce qu'on essaie de faire en termes de policy options, c'est de pousser toutes ces bourses à coopérer de manière beaucoup plus régionale pour atteindre une taille critique qui puisse permettre donc aux fonds de private equity d'avoir des exits qui soient beaucoup plus des IPO plutôt que soit des secondary sales ou des secondary buyout ou des trade sales. Donc voilà, à mon avis, si on veut marquer un temps d'arrêt et mettre tout cela en perspective, les 3 axes sur lesquels il faudrait qu'on commence à réfléchir pour régler le problème du fundraising dans le private equity en Afrique. Merci Paul-Henri. Alors je pense que sur le dernier point, on fait un pont clair sur le panel numéro 2 avec le risque politique et d'ailleurs les contradictions politiques, malheureusement encore entre certains pays africains, il va falloir les dépasser. Combien de temps dispose-t-on, Jean-Luc, pour faire l'échange avec la salle? 20 minutes. Alors c'est largement généreux et je pense que ça nous permettra d'avoir des échanges plus approfondis. Ces messieurs pourront réintervenir sur leur expérience à tour de rôle. Qui veut commencer? C'est toujours la première question qui est difficile. Hein. Oui, monsieur. Vous vous présentez peut-être, vous levez, vous présentez en 2 mots. Eric Béténé, donc je travaille dans la Société Générale. Je suis extérieur au monde du private equity, mais j'ai beaucoup d'intérêt. Donc c'est une question, Benoît, on a parlé de fundraising. Qui sont ceux qui apportent des fonds? Merci. Qui veut répondre? Luc? C'est une expérience de début. Je vais partager avec vous une expérience de débutant. Moi, je suis un vieil investisseur, mais un très jeune fundraiser. Ça fait avec Laurent 1 an qu'on vit ça tous les deux et on a découvert plein de choses. Il y a des choses qu'on savait. En fait, vous avez
Paul-Henri l'a dit, vous avez deux univers du private equity en Afrique. Vous avez des univers nationaux. Vous avez quand même 70% des fonds d'investissement du continent qui sont en Afrique du Sud, au Nigeria, et qui sont alimentés sur des marchés un peu plus matures, un peu comme en Europe, par les fonds de pension nationaux, des nationaux, des choses comme ça. Et puis vous avez, dans ce qui est panafricain, pour le coup, donc ce qui est les 30% restants, finalement peu d'acteurs, c'est implicite dans votre question. Vous avez les institutions financières de développement, vous avez des fonds qui sont très liés aux institutions financières de développement, qui représentent, et ce que je dis n'est pas du tout critique, je pense que sans les institutions financières de développement, il y a 15-20 ans, le pays en Afrique ne serait pas développé. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, les premiers fonds au Maroc en 95. D'ailleurs, je pourrais être tout à fait transparent et sincère. Moi, à l'époque, je faisais partie de ceux qui doutaient parce que je me disais capitalisme familial, sortie difficile, enfin, tous les préjugés qu'on peut avoir dans son activité. J'avais tort. 20 ans après, c'est un vrai succès. Il y aura un participant dans le panel 2 qui pourra parler du Maroc. Donc et ceci était vrai pour le continent. Donc il y a des fonds mais du coup, il y a des fonds qui... C'est toujours pareil, quand vous avez un marché captif, c'est à la fois très positif et c'est en même temps une contrainte. Parce que dans un univers qui s'ouvre et qui se libéralise, je pense que beaucoup de fonds très brillants qui ont été générés par les bailleurs de fonds restent trop dépendants des bailleurs de fonds dans leurs évolutions futures. Donc ce qui était aujourd'hui, ce qui a été leur survie au départ, peut devenir aujourd'hui une contrainte. Ensuite, vous avez, c'est ce que Paul-Henri a dit, heureusement quand même un certain nombre d'acteurs institutionnels qui commencent à s'intéresser au continent, à la fois africains et extérieurs. Pas assez, à mon avis. Je pense que c'est vraiment un univers, et ça c'est dans ce qu'on vit avec Laurent depuis un an, c'est ce qui m'a frappé, c'est que je pense que quand même pour des fonds de pension nord-américains, européens, qui s'intéressent aux pays émergents, l'Afrique c'est vraiment la frontière. Ça reste vraiment la frontière, c'est perçu comme risqué. C'est ce que je disais sur les imperfections de marché. Et la bonne nouvelle que nous on vit pour le coup, c'est que du coup, la nature est hors du vide. Il y a tout un tas d'investisseurs longs, européens, family office, entreprises privées, banques, qui dans l'univers d'allocation d'actifs qu'ils ont devant eux, se rendent bien compte que... si je caricature, il y a 5 ans, vous avez le choix entre l'Europe, si vous faisiez un choix avant la crise de 2008, entre l'OCDE et l'Afrique. En OCDE, vous aviez un risque faible et un rendement correct. Aujourd'hui, vous avez un risque élevé et un rendement négatif, puisque si vous souscrivez des bons du Trésor français ou allemand, donc voilà. Et est-ce que véritablement... Et on n'en a pas parlé parce qu'on parle c'est une conférence sur le private equity, mais les bonnes nouvelles sur le private equity sont en train en rétro-feedback, de rebondir sur les marchés de la dette, par exemple. Les dernières émissions de la Zambie et de la Namibie ont été à 5,5%, c'est-à-dire des taux inférieurs au taux moyen d'émissions européens. Donc voilà, donc tous ces acteurs privés qui voient que dans l'univers du vieux monde, même sur des classes d'actifs réputées sans risque, on a des rendements très négatifs, se disent aujourd'hui qu'investir à long terme sur le continent est intéressant. Et nous, dans le cas de notre propre levée de fonds, qu'on va achever dans quelques semaines, on aura exclusivement ou quasi exclusivement des privés du Nord et du Sud. On espère avoir dans un deuxième round des institutions financières de développement et des souverains. Et je dirais que on a 3 types d'acteurs. On a des acteurs classiques de type banque, de type institution financière. On a des acteurs relativement classiques qui sont des groupes qui étaient déjà exposés sur le continent, des investisseurs marocains, français, mais qui étaient actifs sur le continent, belges, espagnols. Et on a une 3e catégorie de family office pour qui c'est la première entrée sur le continent et qui sont, je pense, sur le moyen long terme, qui seront demain les principaux pourvoyeurs de fonds du private equity sur le continent pour ces petits fonds panafricains. Et il restera à résoudre la question centrale de Paul-Henri, parce que ça reste quand même, nous on reste 300 millions, ça reste quand même quelque chose de petit, paradoxalement. Enfin, on essaiera de doubler dans un deuxième temps, mais pour une institution comme Ecobank, il ne peut pas y avoir, ou pour des très gros fonds de private equity, ou pour des très gros acteurs, ces poches-là ne seront pas suffisantes. Et il faut que le moteur des fonds souverains du continent, et ça aussi, pardon, avant de passer aux fonds souverains, c'est le dernier point. Ce qui est la bonne nouvelle pour nous aussi, c'est qu'on voit de plus en plus de fortunes africaines réinvestissant massivement sur le continent, pas simplement dans leurs propres entreprises, mais également dans des fonds de pays. Donc, voilà, les Africains ont confiance dans l'Afrique, ce qui est quand même, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ou 15 ans. C'est une nouveauté. Et donc pour conclure, là, je rejoins complètement Henri. Il y a un vrai défi qui est que ça, c'est bien pour tout ce qui est financement
de ce que nous on fera. Nous, on investira à peu près dans 10 à 20 millions maximum d'euros dans chaque transaction, donc des transactions de taille moyenne qui sont des très grosses PME africaines. Mais pour la catégorie du dessus, qui est celle qui consomme le plus de capitaux, il faut que le moteur, à la fois des fonds souverains africains, des fonds de pension africains, qui est très important, qui représente des centaines de milliards de dollars, s'allume, et que l'Afrique réintègre pour les fonds de pension des pays de l'OCDE ou d'Asie, réintègre la classe moyenne des pays émergents, ce qui est sa place normalement, puisque je l'ai dit, les statistiques montrent que le rendement risque est bien meilleur aujourd'hui que dans d'autres pays émergents. Je m'excuse, j'ai été un peu long, ça fait partie de mes défauts. Mais... Non, mais... Peut-être un dernier point, j'en profite après, je vous promets, j'ai plus rien. Il y a beaucoup de derniers points avec lui que j'ai remarqué. Non, je change de sujet. Juste sur les risques, juste sur les sorties, pardon, parce que je pense que c'est un message extrêmement important. Et là, je demande pardon à Laurent, mais il confirmera tout à l'heure. Dans les 5 années que j'ai passées à ProParco, on a fait à peu près 17 sorties en équipe. On n'a jamais eu de problème de sortie. Enfin, moi, sur les 20 dernières années où j'ai bossé, on n'a jamais eu de problème de sortie. Le multiple moyen était très élevé, mais la nature de ces sorties montre qu'on peut sortir de toutes les façons. Il y avait un tiers qui était des puts, donc ça c'était plutôt celles qui avaient les rendements pas les plus élevés. Il y avait un tiers qui était sur les marchés financiers locaux, qui sont prétendument illiquides. On a fait des sorties qui représentaient plusieurs dizaines de millions d'euros sur des marchés financiers dont le niveau de trading journalier doit être quelques centaines de milliers d'euros pour certains. Donc c'est paradoxal, mais alors on est sorti en 3 fois sur 6 mois, mais donc on peut sortir des tickets importants. Et sinon, le 3e tiers a été des sorties avec les actionnaires majoritaires. Donc moi, je n'ai jamais eu... j'ai travaillé pas mal en Amérique latine. J'ai paradoxalement plus de souvenirs de sorties difficiles quand je travaillais sur l'Amérique latine que quand je travaillais sur l'Afrique. D'accord, merci. Donc c'est pas du tout incompatible. Pierre, puisqu'on parle de sortie, est-ce que vous pouvez nous parler d'une sortie particulièrement emblématique chez IEP ? Oui, enfin, on peut conforter, je pense moi je peux vraiment confirmer ce que vient de dire Luc, c'est-à-dire que finalement les sorties sont pas écrites d'avance, mais finalement une affaire qui fonctionne bien, qui a du potentiel de croissance. L'avantage également, et je crois que ça a été dit largement, c'est qu'on est sur des marchés effectivement assez peu matures. Donc même quand on a accompagné, comme c'est notre cas, pendant 4, 5 ans, 6 ans une entreprise, souvent il y a encore du potentiel de croissance parce qu'elle n'a pas totalement pénétré son marché, parce qu'on peut passer d'un marché national à un marché sous-régional, parce qu'il y a la diversification produits, l'amélioration de procédés, etc., sans être sur des marchés de rupture, d'innovation majeure, etc. Donc une entreprise qui fonctionne bien, qui a encore du potentiel, lorsque l'investisseur, même minoritaire, cherche à organiser sa sortie, on arrive à la faire. Alors, emblématique, non, ce que je voulais peut-être illustrer à travers 2 exemples de sortie, l'un dans l'agroalimentaire, l'autre dans la santé, c'est que finalement, on a structuré la sortie avec plusieurs niveaux, et dans les 2 cas, pour conforter ce que je viens de dire, avec une partie de cash in et une partie de cash out. Donc on a des entreprises, alors c'est peut-être aussi spécifique, encore une fois, la tranche sur laquelle IEP investit, on est sur des relativement petits tickets, je le disais tout à l'heure, donc c'est des entreprises souvent qu'on accompagne et quand elles ont bien performé, qu'on peut emmener encore sur le marché avec donc une part de sortie sur des fonds de second niveau pour nous, mais pas seulement. Une partie de la sortie avec des stratégiques. Dans les 2 cas que j'ai en tête, l'une qui est en cours actuellement au Cameroun et l'autre au Mali, ça a été le cas. Donc une partie de la sortie sur un fonds qui prend le relais, également en minoritaire, une partie de la sortie sur un stratégique et une partie également sur le promoteur ou sur le groupe promoteur. Parce que très souvent, on a en face de nous un promoteur qui a mis de l'argent et souvent entouré d'un groupe de personnes, soit de proximité, soit de partenaires locaux stratégiques avec lesquels il a démarré, avec lesquels il a constitué son capital de départ. C'est un schéma de sortie qu'on va probablement avoir l'occasion de reproduire assez régulièrement. L'autre option que l'on commence à voir se dessiner, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est des consolidations
C'est encore un petit peu tôt vraiment pour voir le marché se structurer comme ça, mais on a quelques cas dans lesquels on a des actifs, nous, sur lesquels on est approché pour consolider avec des approches sous-régionales, souvent, de développement, en ayant des unités, les marchés étant relativement similaires, avec des unités qui peuvent être ensuite consolidées et créer des synergies au niveau sous-régional. Merci. Une autre question, là, je vois. Est-ce qu'on peut apporter le micro? Vous présentez en 2 mots, s'il vous plaît. Merci. Je m'appelle Oud Babi. Je gère un jeune groupe qui s'appelle Oud Investissement. Nous sommes au Mali et dans la sous-région Umoua. Nous sommes dans la transformation des céréales, le blé et les céréales locales comme le maïs et le mil. Alors, si je dois résumer un peu nos problèmes dans la sous-région Umoua que je connais, c'est le problème numéro 1 que nous avons sur le financement des investissements. Vraiment, je tiens à dire ici qu'il y a un besoin énorme. Les banques sont assez frileuses. Aujourd'hui, on peut compter au bout du doigt les quelques chefs d'entreprise qui peuvent lever des fonds pour financer seulement les dettes. Parce que chez nous, on ne parle pas encore de financement de fonds propres. Donc, quelque part, c'est un appel que je lance ici pour demander aux sociétés de capital risque de venir en Afrique de l'Ouest et spécialement dans la zone IMOA que je connais bien. C'est un gros problème. Les banques sont frileuses, qu'elles soient des groupes ou des banques individuelles, elles sont assez frileuses. Donc l'appel que je lance encore une fois, c'est qu'il y a un besoin énorme, il y a des bons projets, il y a des chefs d'entreprise qui ont envie d'aller loin, mais on n'a pas le financement. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a une question? Je vais vous demander d'être un petit peu plus bref pour pouvoir donner la parole au maximum de monde. Oui, bonjour, Bertrand Mouffouma, avocat au Saint-Émile-Lex à Luxembourg. C'est pour revenir en fait sur vos commentaires, monsieur Carpentier. Vous avez présenté deux modes d'exit, mais quels sont les modes d'exit les plus récurrents que vous voyez, en fait, que vous constatez dans les opérations? Alors, oui. C'est à travers ces deux exemples, en fait, j'évoquais le schéma le plus récurrent, qui est pour nous de faire des exits sur lesquels on structure notre sortie avec un deuxième tour de levée de fonds. Voilà, c'est vraiment. Mais encore une fois, c'est parce que les schémas d'investissement sur lesquels on est nous amènent à accompagner des entreprises, soit très en amont. On a fait pratiquement la moitié de nos investissements sur le premier fonds en start-up. Donc, quand ça se passe pas bien, il faut être patient et continuer à accompagner. Mais quand ça se passe bien, on a pratiquement toujours des opportunités de sortie dans des entreprises qui ont vraiment encore du potentiel de croissance et qui peuvent être attractifs pour des investisseurs de second rang par rapport à IEP. Merci. Il y a peut-être une dernière question au fond. Oui, Brahim Eljaï, Maroc Invest. Donc, je vais me présenter un peu plus tout à l'heure au cours du deuxième panel. Ma question est pour toi, Luc. Bonjour. Et toutes mes félicitations pour Amétis ainsi qu'à Laurent, que j'aperçois. Ma question concerne la levée de fonds, justement. Tu as dit que vous avez réussi à attirer des investisseurs privés. Nous, c'est notre plus gros challenge ici. Et nous n'avons que des investisseurs DFI, essentiellement très peu de privés. Je voudrais savoir qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui avec un track record relativement bon pour avoir des privés. Voilà. Alors, Luc, je vais vous demander une réponse courte, s'il vous plaît. Je voudrais que tu me dises ce qui nous manque à nous pour avoir des DFI. Il faut fusionner alors. Ce que je te propose, c'est que Monopoly, je t'échange 2 rues de la Paix contre une rue de... Donc avec ça, on aura un bilan parfait tous les deux. Non, mais la boutade mise à part, pour être tout à fait transparent, et tu l'as compris, c'est à toi et c'est à vous que je pensais. Je pense que vous êtes probablement je ne suis pas à fond, vous êtes à votre 10e fonds, vous gérez aujourd'hui 600 millions. Vous êtes vraiment un exemple même des fonds de la première génération qui sont devenus ceux de la deuxième et la troisième, qui sont un vrai succès, avec une équipe de grande qualité. Et je pense que votre force d'hier est un petit peu votre faiblesse d'aujourd'hui, c'est le sens de ta question. C'est que vous pouvez attirer des institutions financières de développement, mais les corsets de l'ensemble du fait d'avoir comme investisseur essentiel des institutionnels fait qu'aujourd'hui vous avez des difficultés du coup à avoir peut-être, tu répondrais mieux que moi à cette question en tout cas, à attirer des privés. Donc moi je pense que c'est juste passager, je suis absolument convaincu
Malheureusement pour nous, c'est pour ça qu'on se dépêche quand même, parce avant que vous débarquiez. Mais je suis absolument convaincu que d'ici quelques mois ou 1 ou 2 ans, vous basculerez dans une nouvelle génération où vous, justement, s'il y a des gens qui sont capables d'attirer les privés, c'est bien vous, normalement. En tout cas, je le recommande à tous les privés de la salle, allez voir Marocain que c'est vraiment un investissement safe. Et ProParco peut en témoigner mieux que moi. Laurent est là, il le fera tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal là, les jeux d'autopromotion dans les deux sens. Bah non, c'est un concurrent. Donc mais ce que je veux simplement dire, c'est que fondamentalement, et nous paradoxalement, notre malchance, parce qu'on était un greenfield, un fonds en création, fait qu'on a dû d'abord convaincre sur notre expérience historique, sur 20 ans d'investissement, et que ça a profondément intéressé des investisseurs privés. Et que je pense qu'on se trouvera dans un deuxième temps des investisseurs institutionnels. Mais je suis d'accord. Mais c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est qu'on est dans un univers qui est un univers en silo. Michel pourrait le dire mieux que moi. Michel a commencé sa présentation tout à l'heure en disant « Nous sommes financés par EDFI ». Et pour être tout à fait transparent avec elle, je vous parle à cœur ouvert, moi j'ai été très frappé par la... Quand j'étais directeur de ProParco, je n'avais pas la chance d'aller à l'AFCA. C'était Laurent Klein et sa prédécessrice Marie-Hélène qui y allaient, ou de temps en temps Laurent qui était directeur général adjoint quand il avait un peu de temps qui y allait. Moi, c'était ma première fois. Et j'étais stupéfait de voir que dans les LPs qui étaient présents, il n'y avait quasiment que des DFI. Dans l'exercice que nous on a fait, on a été dans d'autres endroits où il y avait des conférences où il n'y avait que des LPs non DFI. Donc la réalité du marché du pays africain, c'est qu'il est aujourd'hui fractionné avec des espèces de Chinese wall et des communautés qui fonctionnent en interne et qui ne se parlent pas. Et ça, moi, je suis convaincu que d'ici 2-3 ans, ça explose. Donc sois rassuré. Donc on se dépêche, voilà. Pour faire vite, on se dépêche. Merci. Je voudrais, en guise de conclusion, poser une question à Paul Harry. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait 29 marchés financiers, donc le marché était extrêmement fragmenté en Afrique. En Europe, le marché a mis une 50aine d'années avant de se concentrer et on n'est pas loin du même nombre de marchés financiers. Comment faire pour que ça ne prenne pas 50 ans en Afrique ? C'est une question à $1000. Comment faire ? Je ne crois pas qu'il n'y a pas de silver bullet, il n'y a pas de formule magique. Mais je pense qu'il faut très clairement une initiative des acteurs privés pour inciter, que ce soit les autorités de régulation ou les gouvernements, à réfléchir à des formules de coopération régionale. Parce que c'est un vrai problème aussi bien pour les banques que pour le private equity d'avoir des marchés financiers aussi fragmentés. Quand vous allez aujourd'hui au Nigeria et que, en termes de transactions, la valeur journalière est de 13 millions de dollars de transactions journalières. En 2007, c'était 100 millions, aujourd'hui c'est 13 millions. Nigeria, au Nigeria, qui est le deuxième marché le plus important en Afrique subsaharienne, après l'Afrique du Sud, avec une market cap autour de 50 milliards de dollars. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème aussi bien pour un investisseur qui veut sortir, c'est un vrai problème pour une banque qui veut faire du financement, et c'est un vrai problème aussi pour un corporate qui veut lever des fonds. Comment peut-on lever des fonds quand vous avez 13 millions de dollars en valeur journalière de trading ? Donc il y a un réel besoin d'engager donc les autorités de régulation sur la question de la régionalisation. Il y a une association qui existe des bourses africaines et je sais que Maurice pousse beaucoup dans ce sens pour qu'il y ait de plus en plus de formules de coopération, aussi bien dans la partie settlement, dans la partie clearing, au moins qu'il y ait des relations, au moins sur le settlement de certains trades. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a de plus en plus de listings multiples sur ces bourses. ETI, par exemple, EcoBank, on est listé sur 3 bourses. Donc, ça ferait du sens, par exemple, qu'ils puissent avoir des settlements, des règles de clearing qui soient les mêmes à travers les bourses où on est listé. Donc, c'est ce genre de formule qu'il faut pousser et c'est une des solutions qui pourrait aider à, non pas exploser, comme l'a dit Luc, mais à défragmenter le marché financier africain. Merci messieurs d'avoir joué le jeu. Je pense qu'on a pu donner suffisamment l'échange avec la salle.